il n'y a pas de possibilité pour le putsch de s'installer au pouvoir, de nommer un gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle, avec, encore une fois, le plus grand nombre de la communauté internationale, nous demandons instamment le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Et nous fondons de grands espoirs sur le langage de fermeté qui sera celui des chefs d'État et de gouvernement réunis demain à Abidjan, dans le cadre du sommet de la CEDEAO, avec la présence du président de l'Union africaine également, et des voisins, c'est-à-dire l'Algérie. Et pourtant, monsieur le ministre, l'ambassadeur de France au Mali a déjà rencontré le porte-parole de la junte, semble-t-il. C'est assez rapide. Mais oui, c'est tout à fait normal que l'ambassadeur de France ait fait cette démarche. Il l'a faite à la demande des autorités françaises pour justement exprimer au capitaine Sanogo et aux personnes qui l'entourent quelle était la vision de la France, quelles étaient les demandes de la France. Ça a été fait très clairement. Notre ambassadeur a donc défini la position du gouvernement et le capitaine Sanogo a enregistré sans répondre sur le fond. Est-ce que vous savez où se trouve le président déchu? On est absolument sans nouvelles de lui depuis la fin de la semaine dernière. Alors, écoutez, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, parce que lorsque je le dis, j'ai le sentiment que mes interlocuteurs considèrent que ça n'est pas très crédible, et pourtant, nous ne savons pas précisément où se trouve le président ATP, si ce n'est que nous savons, un, qu'il va bien, et que deux, selon toute vraisemblance, il est actuellement avec des soldats loyalistes dans un secteur du Mali que nous ne connaissons pas précisément. Merci, monsieur le ministre, d'avoir été quelques instants avec nous dans le débat. Mais je vous en prie. Merci. Juste un mot. Est-ce que le procès des putschistes, allez, posons la question comme ça, en incompétence fait à ATT est valable, à votre avis, Vincent Hugeux? Alors, je me souviens avoir discuté de ce dossier avec l'intéressé, avec le président Amadou Toumani Touré, en novembre dernier. Et à l'époque, déjà, les critiques émises à son endroit par des autorités politiques et militaires françaises étaient implacables. Donc, le ministre est dans son rôle quand il nous dit qu'on n'a pas lâché ATT. Je suis dans le mien quand je vous dis que si, la France officielle a bien lâché ATT. Et c'est tellement vrai que voilà quelques jours, j'ai discuté avec un éminent conseiller de l'Élysée qui me disait « Restauration de l'ordre constitutionnel, oui, mais Amadou Toumani Touré ne pourra pas être l'acteur de ce retour à la norme constitutionnelle. Si ça, c'est pas un lâchage, alors les mots n'ont plus de sens. » Alors, sur la validité des griefs, il y a, à mon sens, pour faire court, un reproche qui est fondé. C'est que Amadou Toumani Touré, dont il faut aussi rappeler qu'il a été l'acteur d'une alternance démocratique quasiment miraculeuse en 1991-92, eh bien, c'est quelqu'un qui a fermé les yeux sur les agissements pour le moins répréhensibles d'une partie de la haute hiérarchie militaire malienne qui, notamment en pactisant localement avec des trafiquants, voire des gens liés à AQMI, se sont considérablement enrichis. Et s'il y a quelque chose de fondé dans la fureur des petits soldats maliens, c'est d'avoir vu s'enrichir les galonnés pendant qu'eux étaient envoyés au casse-pipe avec des tromblons, alors qu'ils avaient face à eux des gars qui étaient mieux équipés, avec des 4x4 qui venaient directement de Libye et de l'armement lourd. Donc s'il y a un reproche qui est recevable, à mon sens, c'est celui-là. Je vais avoir la réaction de M. Doucouré, qui, je l'ai dit, est quand même plutôt un soutien vous êtes un soutien d'ATT. Oui, puisqu'on est le soutien d'ATT, parce que dans le mouvement présidentiel qui a conduit ATT au pouvoir en 2007, le parti dont je milite, et ces partis étaient l'acteur principal de soutien de coalition de partis politiques qui ont soutenu ATT. Mais le problème, il faut les regrets de la communauté malienne et du peuple malien, c'est d'avoir un coup d'État 20 ans après l'installation de la démocratie dans notre pays. Ça, c'était un regret fort que nous condamnons, hein, pour dire à l'opinion internationale et nationale, on demande le retour, l'installation démocratique rapide, mais il y a aussi les conséquences et les inconvénients. D'abord, les inconvénients. Les inconvénients, c'est quoi? Parce que, comme il disait Vincent, parce que nous-mêmes, à un moment donné, par rapport au retour de rebelles libyens dans le sol malien,
Et tous les peuples maliens, ils sont mécontents de la politique que le gouvernement de ATT a gérée pour le retour de ces rebelles. Et à la fois pour les problèmes du Nord. Donc je pense que les régimes ont géré ces problèmes. Mais ce qui est curieux, c'est que les putschistes n'ont pas attendu l'élection du 29 avril. Il n'y avait plus qu'un mois à attendre. C'est-à-dire, il faut prendre le contexte dans deux phases. La première phase, parce que le retour de ces Libyens, la dignité du Mali et les crimes qui ont été commis sur le sol malien par les rebelles dans le Nord Mali, et y compris les soldats. Le Mali a demandé à l'opinion internationale de faire une enquête sur les crimes commis, mais l'opinion internationale n'a pas réagi. Même s'ils étaient réagis, c'est très minime. Alors, ce qui amène le colère de la population malienne. D'autre part, pourquoi les régimes aujourd'hui, qu'il n'y a pas eu de soulèvement populaire pour dire, pour descendre dans les rues, pour dire nous nous condamnons à ces coups d'État? C'est tout simplement parce que beaucoup de peuples maliens se reconnaissent, beaucoup, je veux dire, sauf les classes politiques, se reconnaissent à ces coups d'État. C'est parce que la manière, les crises de Nord ont été gérées, le peuple ne se reconnaît pas. Voilà, il y a tous les cas de figure. On a un putsch qui, semble-t-il, est soutenu par la population Fodé. Alors, il y a 15 jours, il y a une délégation de Touaregs qui sont arrivés à Paris pour rencontrer les responsables à la fois politiques et alertés et des responsables des journalistes. À part le Canard enchaîné et France 24 et les Parisiens, personne ne les a écoutés. Or, ce qu'ils disaient précisément, c'est qu'il y a une population qui était prise en étau entre à la fois des rebelles et, rappelons-le, depuis la chute de Kadhafi, des armes lourdes sont arrivées aux mains des rebelles qui ont pris des positions stratégiques, y compris les 2 tiers du pays, pas en population, mais en surface aujourd'hui, sont devenus des points extrêmement pris aux mains des rebelles et des points extrêmement sensibles, y compris en créant la chute, par exemple, de Tombouctou, et d'autre part, une armée qui, agacée, n'a pas les moyens, finit effectivement de passer à l'acte. Ce que je veux dire par là, juste de mots, pour dire que si on avait écouté... Je ne suis pas d'accord avec ces raisonnements. D'accord, mais les gens sont arrivés... avec ces raisonnements, pourquoi je ne suis pas d'accord? Non, mais je finis juste pour dire ma phrase. Pour dire que des gens sont venus nous alerter, on ne les a pas non plus beaucoup écoutés. Bon, qu'on soit d'accord ou pas, ces gens légitimement sont venus nous dire qu'il y avait des problèmes. Je veux dire tout simplement que je ne suis pas d'accord avec ces raisonnements parce que quand on dit les Touaregs, ils sont venus pour nous rencontrer ou pour rencontrer le groupe de journalistes, à la fois, c'est les mêmes Touaregs qui sont venus pour rencontrer l'autorité française. Non, ce n'est pas les mêmes. Non, mais si ce n'était pas les mêmes, en tout cas, il y a quand même les lieux. Donc, d'où aujourd'hui on se pose la question, on dit est-ce que la France n'a pas lâché le président dessus? Donc, ça rejoint ce et ce que je veux dire par rapport à le Touareg, parce que je peux dire, nous, en tout cas, moi, j'étais le premier médiatiquement à réagir depuis le retour de ce Touareg vers le Mali, en disant, pour moi, le problème du Nord ne repose pas sur les épaules de Touareg, mais c'était un groupe. Est-ce qu'on peut juste écouter 5 secondes, enfin 10 secondes, ce que dit un membre du bureau politique du MNLA, Hama Mahmoud? Il dit effectivement, nous sommes prêts à discuter, mais voici à quelles conditions. Nous sommes toujours prêts à négocier, mais il y a des préalables. Il faut que le pouvoir actuel soit bien installé, qu'il soit bien représentatif, qu'il ait la classe politique derrière lui et que nous ayons la garantie des grands pays, des grandes puissances telles que l'Union européenne, les États-Unis, la France, etc. Et nous ne voulons pas créer des problèmes aujourd'hui à ces jeunes pouvoirs ni à l'ancien. Et nous ne voulons pas aussi des implications dans la politique sous-régionale. Nous avons notre point de vue, c'est l'Azawad, et on ne va pas au-delà. C'était une façon de condamner ATT, de dire le pouvoir bien établi, qu'elle soutient. Dans ce qu'il a dit quand même. Il parle du jeune pouvoir du pouvoir actuel. Mais les pouvoirs actuels sont des putschistes. Oui. Donc je ne vois pas dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on va s'asseoir à la table avec des gens qui viennent de faire un putsch. Sauf si on pense qu'ils ont le soutien de la population. Justement, je pense ou non qu'ils ont le Vincent on parle de démocratie. Justement, quand il dit nous demandons les puissances de grands pays tels que l'Union européenne et d'autres, ça veut dire tout simplement ces groupes de Touaregs ou ces groupes du Nord qui revendiquent
les territoires du Nord comme les territoires de l'Azawad, ça veut dire qu'ils ont quel groupe derrière? Ça veut dire qu'ils ont l'Union européenne derrière. Un point quand même important. Putsch populaire, n'exagérons rien. Les pillages qui ont été commis, et pas seulement aux dépens des 4x4 flambant neufs des diplomates de Bamako, mais aussi dans les magasins, dans les marchés, etc., ont considérablement terni l'image de cette bande de putschistes, dont d'ailleurs l'improvisation et l'amateurisme semblent être quand même les marques de fabrique les plus évidentes. Deuxièmement, il y a quand même quelque chose de singulier. Le bien fondé de cette révolte, oui, il est acquis. C'est-à-dire que la raison d'être, elle était recevable pour beaucoup de Maliens. Deux revendications, deux exigences. Un, la lutte contre la rébellion du Nord, l'inefficacité, l'incompétence, etc. Deux, la démocratie en danger. Mais écoutez, le résultat mécanique de leur initiative, c'est que la rébellion ne s'est jamais aussi bien portée. Elle profite du chaos ambiant pour pousser ses pions, ce qui lui donnera, le moment venu, une position relative de négociation beaucoup plus confortable. Deux, la démocratie, on dynamite le calendrier électoral. Messieurs, encore bravo. Donc je veux dire, c'est... Donc alors ils le font pourquoi alors? Ils le font. Mais la nature, et la nature politique aussi, a horreur du vide. Il se trouve effectivement que l'affaiblissement marqué d'un ATT qui est au fond un extrémiste du consensus, il croit, lui, l'ancien général, qu'on peut toujours tout résoudre avec la palabre, le compromis, etc. Il voulait aller au bout, à bout de souffle, au bout de son deuxième mandat. Lui, au moins, a l'immense mérite de ne pas avoir bricolé sa constitution pour imbriquer un troisième. Et puis voilà. Et on le dégage à un mois du but. La poussée des Touaregs a ouvert un espace, une béance, dans laquelle se sont engouffrés des pieds nickelés. Voilà ce qui s'est passé. Il faut rappeler qu'il y a eu un massacre quand même de soldats qui a beaucoup frappé. Qui a alimenté la colère dont je parlais tout à l'heure. 150 000 déplacés et des camps de réfugiés partout. Il faut quand même donner un peu de contexte à ce débat sur ce coup d'État militaire. C'est ce qu'on fait quand même. Il y a pratiquement, oui, bien sûr, il y a pratiquement rien de nouveau sous le soleil. Depuis 1963, le premier coup d'État intervenu en Afrique, c'est toujours les bases des griefs, des mécontentements et des problèmes non résolus par les civils qui entraînent la sortie des militaires de leur caserne. Donc, ces problèmes continuent d'exister et le fait que la communauté internationale, CEDEAO, Union africaine, Union européenne, refusent de regarder les causes de l'intrusion des militaires dans le débat politique en Afrique reste, à mon avis, un premier problème fondamental. La deuxième chose que j'observe, c'est que ces militaires, au fond, ils ont un argument important. Ils disent « ce régime est incompétent », qui pratique la politique de l'autruche et qui ne semble pas véritablement s'attaquer aux problèmes, notamment de sécurité de ces pays. C'est bien dit, mais la réalité, c'est que par leur comportement, ils font montre d'un amateurisme encore plus marqué et d'une incompétence plus criarde. Alors, dernière chose, pour faire une digression par rapport au Sénégal, puisque les deux sont liés. Si vous voyez, ce qui fait la force du Sénégal par rapport à d'autres pays africains, c'est que le système politique, la classe politique adhère aujourd'hui, jusqu'à présent, à une solution pacifique des problèmes. Personne parmi les politiques sénégalais n'est allé taper à la porte, alors que Dieu sait que les dérives du wadisme à la veille du premier tour constituaient des conditions pour que certains invitent juste pour élargir et revenir à la thèse du bouquin de Vincent Hugeux sur le mirage démocratique, parce que Vincent, même évidemment, vous dites à un moment donné, on va me parler de Mandela, mais même Mandela a dit des choses très aimables sur Kadhafi. C'est que au fond, si je veux vous titiller, vous n'êtes pas vous aussi dans le discours de Dakar sur l'homme africain qui n'est pas encore entré dans l'histoire, hein? Si vous infligiez le châtiment, mais vous ne le méritez pas, de lire mes œuvres complètes depuis quelques années, vous verriez que je suis aux antipodes du discours de Dakar et que je suis un premier à avoir dénoncé les travers. Non, mais d'ailleurs, je ne me laisserai pas enfermer dans la posture de l'afro-pessimiste. Je ne suis pas afro-pessimiste, je ne suis pas afro-optimiste, je suis afro-réaliste. Je regarde les faits de la scène politique africaine depuis 20, 25 ou 30 ans. Et d'ailleurs, mon propos n'est pas du tout fataliste. Moi, je crois à l'essor de la démocratie en Afrique. Simplement, j'observe qu'il faut lutter contre les simulacres démocratiques, contre les rituels démocratiques, contre le respect formel et stupide des calendriers électoraux, et que la démocratie en Afrique, c'est aussi ça la démocratie. Ça ne suffit pas. Non, une élection, c'est l'aboutissement d'un processus. On ne met pas la charrue devant les bœufs, tout le monde le sait, en Afrique comme ailleurs. Et je dis simplement une chose, c'est que la démocratie en Afrique, elle progresse
là où le peuple l'exige, par le jeu des sociétés civiles, des associations. Pourquoi le Sénégal est ce qu'il est aujourd'hui? Parce que ce qui a sauvé Wade en 2000, c'est d'avoir des gens qui avaient leur petit téléphone portable à la sortie des bureaux de vote et qui envoyaient des SMS pour qu'on centralise tout de suite et qu'on prenne de vitesse les tricheurs éventuels. Et ce qui lui a coûté aujourd'hui,